Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto de la série débutant sur MaxMSP. Dans le précédent tuto, on avait vu comment créer un générateur de notes aléatoires. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un séquenceur MIDI basé sur l'objet multislider. Alors donc la base de ce patch, c'est l'objet multislider. C'est un objet qui va nous permettre de gérer plusieurs sliders en même temps, comme son nom l'indique. On peut tout de suite aller voir dans l'inspector. Ici, on peut régler le nombre de sliders. Donc là, par exemple, je vais mettre 8 sliders. Mettons si je veux un séquenceur à 8 pas. On peut aussi régler le range. Alors ici, je vais mettre par exemple 60-72, ce qui va correspondre à une octave en MIDI, à l'octave médium. Et maintenant, je vois que je peux avoir 8 valeurs. Et ce que je peux voir, c'est que le multislider, via sa sortie de gauche, il nous sort à chaque fois les valeurs sous forme de liste. Alors moi, ce dont je vais avoir besoin, c'est pas forcément de sortir toute la liste, je vais avoir besoin de récupérer la valeur des sliders individuellement. Alors pour ça, je peux le faire avec le message fetch. Donc si je fais fetch par exemple 2, j'envoie à mon multislider le message fetch 2 et je vais pouvoir récupérer en sortie la valeur du slider numéro 2. Si je lui envoie fetch 3, je récupère la valeur du slider numéro 3. Alors là, comme on est en MIDI, je ne vais pas avoir besoin de nombre à virgule. Et ça, je vais pouvoir le changer. Slider output values, je vais mettre ici integer. J'ai pas besoin de nombre à virgule. Et maintenant, quand je fais fetch 3, voilà, j'ai 65. Donc l'idée de ce séquenceur, ça va être d'aller récupérer chaque valeur de slider une par une. Donc maintenant, je veux pouvoir changer dynamiquement le numéro qui est ici dans mon message. Donc pour ça, je vais utiliser le système de variables en remplaçant le 3 ici, le numéro de mon slider que je veux récupérer, je vais le remplacer par $1. Alors $1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça indique une variable qui sera remplacée par ce qui arrive en entrée du message. Donc là, par exemple, je vais créer un number avec le raccourci i. Et en fait, mon $1, il sera remplacé par ce qui sort de mon number ici. Donc là, je vais pouvoir récupérer en fait les valeurs de tous les sliders un par un. Donc ça veut dire que si j'arrive à avoir un système qui boucle, qui va de 1 à 8, puisque là ici j'ai 8 sliders, et puis qui reboucle quand il arrive à 8, qui revient au début, je pourrais avoir mon séquenceur avec mes différentes notes de chaque pas. Pour ça, on a un objet qui est bien pratique, qui fait exactement ça, qui s'appelle counter. Alors counter, il va prendre comme argument le début du range qu'il doit compter et la fin. Donc là, par exemple, on doit compter de 1 à 8 et boucler. Donc on va le mettre tout simplement counter 1, 8. Et lui, qu'est-ce qu'il va compter? En fait, il va compter les bangs. Donc je lui attache un bouton pour lui envoyer des bangs. Et vous voyez qu'il boucle de 1 à 8. Donc ici, en sortie de droite de mon multislider, je récupère la valeur individuelle de mes sliders. Pour entendre ce que ça donne, je vais créer, comme dans le tuto précédent, un objet makeNote. Et un objet noteOut pour sortir les notes MIDI.
On peut aussi visualiser nos notes avec un K-slider, comme on avait vu aussi dans le tuto précédent. Ce K-slider, je peux aller voir dans l'inspector et je peux lui donner comme range les valeurs que j'ai ici. Donc là, par exemple, la note la plus grave pour moi ici, c'est 60. Et j'ai 12 notes, puisque j'ai une octave. Voilà, j'ai plus besoin de ce number. Alors maintenant, on va avoir besoin d'une horloge, c'est-à-dire un système qui va nous envoyer des bangs de façon régulière pour faire avancer notre counter ici. Alors on pourrait utiliser l'objet métro, mais on l'a déjà utilisé dans le tuto précédent et là j'avais envie de vous montrer un autre système. Et d'autre part, métro a l'inconvénient de ne pas être très précis. Pour un séquenceur, on a quand même besoin d'être assez exact au niveau du timing. Donc là, on va utiliser un objet qui est plus précis puisqu'il travaille en signal. Alors je précise que cette partie va être un tout petit peu plus avancée. Donc si vous voulez, vous pouvez dans un premier temps utiliser métro et passer à la partie suivante du tuto grâce au minutage qui apparaît sur votre écran. Pour faire notre horloge, on va donc utiliser l'objet phasor, qui est un objet donc, qui fonctionne en signal. Et c'est un objet qu'on utilise beaucoup justement pour générer des signaux d'horloge. Alors regardons comment fonctionne phasor en le connectant à un scope. Il faut évidemment que le DSP soit allumé. Hein. On a déjà vu comment on réglait tout ça dans cette fenêtre ici. Alors, phasor, pour l'instant, je vais lui mettre comme argument 1, c'est-à-dire qu'il va fonctionner à 1 Hz. Et là, vous voyez, il me génère une onde en dents de scie entre 0 et 1. Donc là, il va me générer une rampe par seconde, une rampe entre 0 et 1, et puis à la fin de cette rampe, il va retomber immédiatement à 0. Donc il y a un moment dans chaque cycle, une fois par seconde ici, où on a un sample qui est à 1 et le sample suivant à 0. La technique qu'on va utiliser ici pour faire notre horloge va faire appel à la différence entre un sample et le précédent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à quel moment cette différence est négative, et à ce moment précis, on va générer un bang. Alors, pour prendre la différence entre un sample et le précédent, on va utiliser l'objet delta, qu'on va connecter à la sortie de notre phasor, et on va y connecter un objet inférieur tilde à 0. Cet objet-là va regarder ce qui rentre, et il va nous dire est-ce que oui ou non c'est inférieur à 0. Si c'est inférieur à 0, il va nous sortir 1. Si c'est supérieur à 0, il va nous sortir 0. Donc, notre delta, il va regarder la différence entre un sample et le précédent, et on a vu que une fois par cycle, il y a un moment où la différence est de moins 1, puisque on a 0 moins 1. Lorsque cette différence est de moins 1, c'est-à-dire une fois par cycle, cet objet-là va faire passer sa sortie à 1. Puis il va immédiatement repasser à 0. Donc pour détecter ce passage de 0 à 1, on va utiliser l'objet edge tilde. L'objet edge tilde, il détecte des transitions logiques, c'est-à-dire des transitions de 0 à 1 ou de 1 à 0. Lorsque cet objet repère que la différence est négative, il va passer brièvement à 1, puis repasser à 0, et c'est ça que le edge va repérer, et le edge, qu'est-ce qui sort ici? Il sort un bang. Donc il va transformer cette transition en bang. Donc là, vous voyez, ça a un bang une fois par seconde. Après, bien sûr, si je change la fréquence de mon phasor, par exemple 3, là, mon edge détecte 3 fois par seconde la transition logique de 0 à 1. Et c'est ça qu'on va utiliser pour faire avancer notre counter. Alors pour résumer, une fois par cycle,
phasor va passer brusquement de 1 à 0. Delta détecte alors une différence négative entre un sample et le précédent. La sortie de inférieur tilde va alors passer le temps d'un sample de 0 à 1, puis il va repasser à 0. Et Edge va détecter ce passage de 0 à 1 et envoyer un bang. Notre phasor se règle avec une fréquence. Donc si on veut avoir un tempo en BPM, on va devoir faire un petit calcul pour passer du tempo à la fréquence qu'on doit mettre en entrée du phasor. Alors le BPM, c'est des battements par minute. Donc tempo, c'est en BPM. La fréquence, c'est en quelque sorte, on pourrait dire des battements par seconde. BPS. Et donc, comme il y a 60 secondes dans une minute, on va devoir diviser notre tempo par 60 pour obtenir la fréquence voulue. Donc par exemple, je vais faire un objet divisé par 60. Si je mets en entrée un tempo de 60 BPM, ça correspond à une fréquence de 1 Hz. C'est logique. 60 battements par minute, c'est bien un battement par seconde. Si je double ici, que je mets 120, ça me double ma fréquence. On est donc à 2 Hz. Si je divise par 2 ici, je mets 30 BPM, on est à 0,5 Hz. Voilà, donc ici on va régler notre tempo. Par exemple, je vais revenir à 120. Pour l'instant, je vais mettre 0 ici dans la fréquence pour mettre en pause notre phasor. Vous voyez que quand il a 0 en entrée, il est en pause, il ne sort plus de signal. Alors, pour visualiser là où on en est dans la séquence, on va utiliser un objet slider qu'on va créer en utilisant le raccourci S et auquel on va donner une orientation horizontale, tout simplement en changeant sa forme ici. On va devoir lui donner un range de 8, parce qu'il faut qu'il puisse afficher 8 valeurs différentes ici, 8 positions différentes. Après, évidemment, si je change le nombre de pas dans ma séquence, je devrais changer aussi ce nombre. Donc là, on va mettre 8, on règle ça dans l'inspector. Et je le branche à la sortie de mon counter. Donc regardons ici ce que ça donne. Alors, il y a un problème, c'est un peu décalé. Pourquoi ? Parce que lui, il commence à 0 en fait. Il a 8 valeurs possibles, mais ces 8 valeurs, c'est de 0 à 7. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire un -1. Hop, glisser le -1 ici, et là. On est bon. Alors on va juste changer son apparence. Ici, toujours dans l'inspector, je vais mettre un indicator. Comme ça, j'ai juste une petite barre qui m'indique où je suis. Je peux aussi changer l'apparence de mon multislider et notamment changer le background color pour qu'il soit un peu transparent. Et à ce moment-là, je pourrais mettre mon slider derrière, comme ça, en faisant clic droit sur le slider, send to back. Et voilà, j'ai mon petit curseur pour savoir où j'en suis dans la séquence. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer un deuxième multislider pour régler la vélocité de chaque pas indépendamment. Donc là, on a notre multislider pour les hauteurs. Je vais dupliquer ce multislider en le sélectionnant ici et
en faisant le raccourci Commande D. Et j'ai donc mon deuxième multislider. Je vais pouvoir changer les valeurs de range. Parce que là, du coup, si c'est pour ma vélocité, je dois pouvoir aller par exemple de, on va mettre 40 à 120 pour avoir une variété d'intensité possible. Et je vais envoyer mon message fetch qui est là. Je vais aussi l'envoyer dans ce multislider. Je prends, comme ici, la sortie de droite et je vais l'envoyer dans l'entrée velocity de mon objet makeNote. Et là, je vais pouvoir régler la vélocité. Alors, c'est pas très probant, je vais augmenter un peu le range là pour qu'on ait plus de différence entre les notes fortes et les notes pas fortes. Voilà, comme ça je peux faire des accents. Alors, ce que je peux faire pour faire un petit peu de place, c'est encapsuler tout ça. Alors, je vais le faire avec le raccourci Command-Shift-E. Donc, j'ai mis tout ce qui concerne la clock, je l'ai mis dans un subpatch que je vais appeler clock. Voilà, et maintenant quand je double-clique sur ce subpatch, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec tout ce que j'avais mis dedans. Je vais pouvoir mettre ça aussi. Maintenant, j'ai besoin d'avoir un système pour allumer et éteindre facilement mon séquenceur, tout en gardant le tempo que j'avais rentré avant. Pour ça, on va utiliser un toggle, et je vais devoir faire quelque chose de différent selon que j'envoie 1 ou 0 ici. Vous vous souvenez, le toggle, c'est un objet qui envoie 1 ou 0 selon qu'on allume ou qu'on éteint la petite croix. Et ce que je vais devoir faire, c'est regarder la sortie de cet objet et faire quelque chose de différent selon si c'est 1 ou 0. Donc pour ça, je vais utiliser l'objet cell et on va regarder si on a un 1 ou si on a un 0 qui rentre. Et ce que va faire cell, c'est que si jamais il y a un 1 qui rentre, il va banger ici par sa première sortie, puisque c'était mon premier argument. Si c'est un 0 qui rentre, il va banger ici, parce que c'était mon deuxième argument, 0, donc il va banger via sa deuxième sortie. On peut vérifier ici, en mettant deux boutons. Hop, hop. Ok. Alors nous, ce dont on a besoin, c'est que quand on éteint le séquenceur, donc quand on met 0 là, on va déjà envoyer 0 au niveau de notre clock pour éteindre le phasor. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un message 0 qu'on va envoyer directement dans l'entrée de la clock. Voilà, et donc quand on éteint ici, ça éteint le phasor qui est à l'intérieur, et donc ça éteint notre compteur, etc. Par contre, ça ne nous efface pas le tempo qu'on avait là. C'est-à-dire que maintenant, quand je rallume ici, il faut qu'on réenvoie le nombre qu'il y avait là, ici, dans cette entrée. Donc pour ça, je vais enlever les messages qui sont ici, et je vais tout simplement venir banger le number. Et là maintenant, par exemple, si je change de tempo, je mets 240. Je mets en pause mon séquenceur, et quand je le rallume avec le même tempo. Le seul problème maintenant, c'est que quand je vais vouloir changer de tempo sans le rallumer, par exemple là, je vais vouloir mettre, mettons 200. En fait, ce qui se passe, c'est que là-dedans, j'envoie 200 ici, donc ça fait le calcul ici, et phasor, il reçoit une fréquence et il se dit, bah c'est bon, je me rallume et je renvoie mes rampes. Or, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pouvoir régler le tempo ici, puis allumer après. Donc pour ça, on va ajouter un gate
Alors gate, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une porte qu'on peut ouvrir ou fermer. On va l'ouvrir ou la fermer avec un 1 ou un 0 qu'on va envoyer dans l'entrée froide. Alors attention, dans le cas du gate, c'est assez rare, mais il y a quelques objets qui sont comme ça. Dans le cas du gate, l'entrée froide est à gauche. Et le message qui va passer par l'entrée chaude va être soit arrêté par la gate, si la gate est fermée, soit il va passer normalement si la gate est ouverte. Donc là, par exemple, si je mets 1 dans l'entrée froide, les bangs que j'envoie ici vont passer sans problème par la gate. Si je mets 0, je ferme la porte et là, les bangs ne passent plus. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que quand on éteint notre séquenceur, on va en profiter pour fermer notre gate ici. Ce qui fait que la prochaine fois qu'on va vouloir changer le tempo, cette information-là ne va pas passer ici. Donc évidemment, il faut mettre la gate entre les deux. On va la glisser ici. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que lorsqu'on éteint ici, on en profite pour fermer la gate. Comme ça, la prochaine fois qu'on veut changer le tempo, ça ne va pas déclencher notre phasor qui est à l'intérieur ici. Donc pour ça, on va simplement utiliser ce 0 qui est là pour fermer notre gate ici. Et puis, on va avoir besoin, lorsqu'on allume le séquenceur, ici, de ouvrir la gate pour pouvoir faire passer le tempo qui est stocké ici. C'est la première chose qu'on doit faire lorsqu'on reçoit un 1 ici. On va avoir besoin d'abord d'ouvrir la gate, puis de banger ce nombre. Alors pour ça, on a déjà vu dans le précédent tuto, on va utiliser l'objet trigger, que je vais abrévier en T. Et là, j'ai besoin de deux bangs. Un qui va... Alors, hop, voilà. Donc, un qui va aller ouvrir la gate en bangant ce message 1 ici. Et le deuxième bang, il va banger mon tempo, que j'ai gardé en mémoire dans le number ici. Et normalement... c'est tout bon. Alors, je résume un petit peu ce qui se passe ici. Lorsque j'allume mon séquenceur, je vais avoir un 1 ici. Cell repère qu'il a eu un 1 en entrée et il va donc banger via sa première sortie. Ensuite, on a un trigger qui va répartir deux bangs. D'abord, celui-ci qui va venir banger le message 1 dans la gate pour l'ouvrir. Puis, un bang qui va venir sortir notre tempo. Le tempo va donc passer par la gate puisqu'elle est ouverte et il va aller dans ce subpatcher où on calcule la fréquence du phasor. Lorsque j'éteins mon séquenceur, j'ai donc un 0 qui arrive ici. Cell repère qu'il a eu un 0 en entrée. Il va donc banger sa deuxième sortie ici. Il va banger ce message 0 qui va mettre à 0 le phasor et fermer la gate. De cette façon, on peut modifier le tempo sans rallumer le phasor. Et on rallume le phasor au moment où on rallume notre séquenceur. Ok, maintenant on peut avoir envie d'utiliser des raccourcis clavier pour, par exemple, allumer, éteindre notre séquenceur, pour le remettre au début, ou encore pour changer, pourquoi pas, le sens de lecture de notre séquence. Pour ça, on va utiliser l'objet key. L'objet key, il va nous dire, en fait, à chaque fois qu'on appuie sur une touche du clavier, il va nous dire sur quelle touche on a appuyé en utilisant le code ASCII. Donc c'est un code qui associe à chaque touche du clavier une valeur. Donc par exemple, la barre espace, c'est 32. Voilà, là j'ai appuyé sur ma barre espace, il m'a dit qu'il a reçu le message 32. La touche entrée, par exemple, c'est 13. Donc ce qu'il nous faut, c'est à nouveau un cell, un objet cell, et on va par exemple lui mettre comme sélecteur, on va lui mettre 32 et 13, par exemple. Donc ma barre espace et ma touche entrée. Je peux tout simplement relier ma sortie du cell 32 à ce toggle. Et ça me permet d'avoir ma touche on-off. En ce qui concerne la touche entrée, je vais l'utiliser ici pour faire un reset de mon séquenceur, c'est-à-dire revenir au premier pas.
Pour ça, j'ai une entrée du counter qui va servir à ça. Alors je regarde, donc c'est pas celle-ci, ça va être celle-ci. Resets counter to number on next clock. Donc ça veut dire que lui, le counter, lorsqu'il reçoit un nombre dans cette entrée, la prochaine fois qu'il va recevoir un bang, il va sortir non pas le nombre où il était, mais il va être réinitialisé au nombre en question. Donc par exemple, si je lui envoie 1, il va revenir au premier pas. Alors tout simplement, je relie la sortie de mon cell 13 à mon 1 ici, et je devrais avoir une touche reset. Très bien. Et maintenant, je vais utiliser deux autres touches du clavier. Ça va être les touches 28 et 29. Ce sont les flèches gauche et droite. Donc, je rajoute dans mon cell deux autres sélecteurs qui sont 28 et 29. Il va me créer deux autres sorties. Et avec ça, je vais changer le sens de lecture de ma séquence. Pour ça, je vais utiliser la deuxième entrée de counter. Et on voit qu'il y a écrit set direction, 0 égale up et 1 égale down. Donc là, pour l'instant, on va utiliser que ces deux-là. Quand je veux que mon compteur ici compte en montant, je dois lui envoyer un 0 dans cette entrée. Et si je veux qu'il compte en descendant, là, je dois lui envoyer un 1 dans cette entrée. Donc je vais tout simplement mettre deux messages, un message 0, un message 1, que je fais rentrer dans cette entrée-là, et que je relie à mes deux flèches. Alors, donc ma flèche de gauche, ça va être pour aller à l'envers, ici, et donc c'est le message 1, et ma flèche de droite ici, ça va être pour aller à l'endroit. Normalement, ça devrait marcher. Et voilà, donc maintenant j'ai un séquenceur MIDI qui est assez basique mais qui fonctionne. Et voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Prenez soin de vous et à la prochaine.